Oui, merci. Bon, donc, je vois. Il faut que je mette au point sur certains points, puisque je ne pourrais pas répondre à tout, hein. Alors, je vais essayer de donner quelques idées forces pour se repérer, compte tenu, effectivement, de la désinformation, comme vous le dites, dont nous souffrons totalement ici, puisque nos médias de grand chemin hein, ne donnent pas d'informations, mais font simplement un travail d'agence de communication et on aurait dit en autre temps de propagande. Donc, du coup, c'est un problème pour nous, pour notre société citoyenne, nos droits à l'information, nos droits à la liberté d'expression, etc. C'est de ça qu'on devrait s'inquiéter lorsqu'on voit ce qui s'est passé, ce qui se passe pour le discours, sur le narratif, sur la guerre en Ukraine, effectivement, qui est aujourd'hui la guerre entre l'OTAN et la Russie sur le territoire ukrainien, avec malheureusement, une chair à canon ukrainienne essentiellement. Je dis bien essentiellement parce qu'il commence à y avoir pas mal de Polonais aussi qui y passent. Ça n'a jamais été considéré quand même par les Russes comme une promenade de santé. Ça a toujours été considéré comme une tragédie et comme une guerre civile. Et c'est quand même la deuxième, si on compte celle des années 20. Et c'est beaucoup ressenti comme ça, et dans une partie de l'Ukraine, et dans une grande majorité de la Russie. N'oubliez pas que les gens ont de la famille, les Ukrainiens en Russie, les Russes en Ukraine. Il faudrait, alors, une des premières mises au point, c'est qu'est-ce que l'Ukraine? Nous, on a tendance, et c'est présenté comme ça ici, avec une idée jacobine d'une nation unique. Ben non, l'Ukraine, c'est pas exactement ça. Et en Ukraine, il n'y a pas tous les Ukrainiens qui adorent Zelensky. N'oubliez pas qu'avant même l'intervention des Russes, les partis d'opposition ont été interdits, 5 chaînes de télévision et des journaux d'opposition ont été interdits, des opposants ont été emprisonnés, d'autres ont été assassinés, et ce, depuis, en gros, le coup d'État du Maïdan. Un des journalistes et écrivains, un des meilleurs intellectuels ukrainiens d'ailleurs, qui s'appelait Olesa Bouzina, a été assassiné. Et évidemment, aucune enquête n'a abouti. D'autres journalistes, un dénommé Sheremet notamment, ont été assassinés et jamais il n'y a eu de suite. Ici, vous entendez encore parler de la journaliste russe, comment elle s'appelle ? Politkovskaya. Politkovskaya, qui a été assassinée lors de la deuxième guerre de Tchétchénie. Mais alors, tous les journalistes et intellectuels ukrainiens qui ont été assassinés, vous n'en entendez pas parler. De même que vous n'entendez pas parler de tout ce qui s'est passé par rapport au Donbass depuis 8 ans, où les bombardements ont été tout de même incessants, où le peuple ukrainien a été attaqué par son gouvernement, et on a tué Kadhafi pour moins que ça. Eh bien, ici, rien. Donc, quand je disais, attention, ne pas concevoir l'Ukraine comme un tout, mais bel et bien comme des ensembles humains, culturels, linguistiques différents, c'est assez important pour comprendre le conflit. 2 éléments, pour une comparaison qui serait compréhensible très facilement. En Belgique, il y a 2 langues. Quand ils se sont assez longtemps battus entre flamands et wallons sur des questions linguistiques, ils ont fini par se fédéraliser pour calmer le jeu, disons. En Ukraine, c'est ce qui a été proposé compte tenu de l'échec après l'indépendance et en fait la création d'un État indépendant ukrainien en 91, qui aurait pu être un État parce que tous les gens qui étaient, et là je connaissais bien le pays déjà à l'époque, les gens qui étaient en Ukraine, ils étaient prêts à être ukrainiens, mais à condition qu'on ne les oblige pas
à parler une autre langue et à ne pas parler leur langue, parce que la majorité d'entre eux parlaient le russe et étaient que russes, pour des raisons historiques, puisque des provinces russes, des régions russes, avaient été rattachées à l'Ukraine par Lénine et les bolcheviks pour prolétariser l'Ukraine, qui était autrement trop paysanne, donc dangereuse d'un point de vue de classe. C'est notamment tout cette qu'on a appelé la Novorossia, la Nouvelle-Russie, qui va de Kharkov, en passant par Lugansk, Donetsk, Kherson, et jusqu'à Odessa. Donc l'arc de cercle Est. Et évidemment, là, ce sont des populations russes, mais qui, depuis les années 20, se sont faites à l'idée d'être en Ukraine. L'Ukraine est un pays très agréable, c'est un pays plus doux, même dans la langue. C'est un pays agricole qui produit des choses. Il y a eu toute une industrie de pointe qui a été faite par l'Union soviétique dans la façon dont ils se sont répartis le travail et la richesse économique du pays. Bref, c'est un pays qui avait toutes les chances en 91. Et je dois reconnaître une erreur. Moi, je pensais en 91 que l'Ukraine s'en tirerait mieux que la Russie. Grosse erreur. Dès le début, les bureaucrates précédents qui tiraient leur pouvoir et leurs privilèges du Parti communiste, de la référence à l'idéologie soviético-communiste, sont devenus, sans se fatiguer, parce qu'ils ne se sont même pas donné la peine, sont devenus des nationalistes pour justifier absolument tout ce qui s'est passé dans les années 90 dans la post-URSS, c'est-à-dire tous les détournements, tous les vols de la propriété ex-socialiste et la création de ces oligarchies qui se sont mises au pouvoir et dont la majorité a estimé qu'en se vendant à des maîtres occidentaux, ils allaient plus gagner de sous, ne pas risquer de se faire manger par des oligarques russes qui risquaient d'être plus forts qu'eux parce qu'ils avaient le pétrole et le gaz derrière, etc. Bien que les oligarques ukrainiens se soient quand même beaucoup fait d'argent sur le gaz qui traversait leur pays, dont a parlé tout à l'heure M. Le Floch-Prigent. Eh bien, c'est donc aujourd'hui, en 91, un pays de 51 millions d'habitants. 10 ans ou 15 ans plus tard, c'est un pays de 41 millions d'habitants. Parce que la courbe démographique est négative, comme dans d'autres pays de l'ex-URSS. Mais en Ukraine, ça a été particulièrement sensible, avec une immigration très forte, notamment vers la Russie. Et aujourd'hui, après les pertes d'habitants, notamment de l'Est, de la Crimée rattachée par Khrouchtchev en 1954, et puis les gens qui ont émigré, soit vers la Pologne et l'Union européenne, soit vers la Russie. En matière de pays, le pays qui accueille le plus de réfugiés ukrainiens, c'est la Russie. C'est 3,5 millions. La Pologne était en deuxième position, et ensuite, les autres pays de l'Union européenne. Les pays baltes qui crient le plus fort ont environ 150 000 réfugiés. Donc, vous voyez, on va remettre des choses en place, quoi. Aujourd'hui, l'Ukraine, c'est à peu près 21 millions d'habitants. Et encore, il n'y a plus de statistiques, de toute façon, il n'y a plus de recensement. Donc, on est dans les approximations. Mais en tout cas, on n'est pas dans quelque chose d'uni. L'Ukraine dont on parle en brandissant le drapeau jaune et bleu, c'est une Ukraine de l'ouest de l'Ukraine, qui a une histoire, elle, beaucoup plus compliquée, parce qu'elle était liée aux Austro-Hongrois, puis à la Pologne, et qui a, en plus de ça, une autre histoire, notamment pendant la guerre, puisque pour des raisons à la fois idéologiques, de création du nationalisme ukrainien qui a été créé en Autriche à la fin du XIXe siècle, et qui avait donc des similitudes avec les racines ou les sources du nazisme, et pour des raisons de révolte contre les soviétiques qui ont, lors du pacte germano-soviétique, envahi l'ouest de l'Ukraine
avec une collectivisation forcée et bien évidemment un rejet des soviétiques, les Ukrainiens de l'Ouest ont massivement collaboré avec les nazis, les Allemands. C'est quelque chose qui pèse en permanence et c'est pourquoi les Russes parlent de dénazification, parce que à partir du coup d'État du Maïdan, mais déjà avant, déjà à partir des années 91, quand je vous disais que les bureaucrates communistes sont devenus des nationalistes parce qu'ils ne se sont pas foulés pour trouver une idéologie ou pour s'inventer une mythologie, comme ont pu le faire par exemple les Ouzbeks, qui se sont appropriés Tamerlan, alors qu'il a fait des pyramides de tête avec des Ouzbeks. Mais enfin, peu importe. Des incohérences de ce genre, il y en a dans les mythologies dans lesquelles se créent les pays. Eh bien, dans l'Ukraine, ils ne se sont pas trop foulés, ils ont repris les idéologies nationalisto-nazis, sans peut-être se rendre compte jusqu'au bout de ce qu'ils étaient en train de faire. Mais en tout cas, ça, au lieu de créer une unité nationale, au lieu de laisser des segments d'autonomie aux différentes régions, dans toutes leurs disparités, leurs différences, mais en même temps leur volonté en fait de pouvoir vivre ensemble, ça a été totalement raté. Ils ont au contraire poussé en avant les hostilités et les contradictions. Alors la caricature, c'est évidemment qu'après le coup d'État du Maïdan, la première décision qui a été prise par ceux qui venaient de faire le coup d'État, juste quelques heures après que le représentant français, notamment, alors Fabius n'était pas là, il est parti à Pékin vite fait, bien fait, et il a mis le directeur du Quai d'Orsay pour signer. Mais l'Allemand et le Polonais étaient garants d'un accord qui avait eu lieu entre le président élu, Yanukovych, et l'opposition patronnée par Nuland, pour que des élections anticipées aient lieu en décembre et pour que les manifestations sur le Maïdan cessent. Quelques heures après, c'est un coup d'État. Ils poursuivent Yanukovych, va essayer même de le liquider. Et ni les Polonais, ni les Français, ni les Allemands ne disent rien. Coup d'État, c'est comme très bien. Première décision de ce coup d'État, où ils mettent à la tête de leur junte un monsieur qui s'appelle Turchinov, qui est en fait un pasteur d'une secte protestante américaine, ce qui culturellement en Ukraine n'est pas complètement équivalent à quoi que ce soit au niveau historique, et qui, comme première décision, interdit le russe. Bravo. Et très peu de temps après, à Odessa, on brûle au moins une cinquantaine de personnes, beaucoup de jeunes, beaucoup de communistes d'ailleurs, qui étaient en train de faire une espèce de kermesse en faveur de la fédéralisation. Or, tout un train arrive avec des commandos de la fameuse extrême droite nazie ou pro-nazie ukrainienne. Quand je dis pro-nazie, c'est pas un effet de langage, hein. Ils se réfèrent à ça. Ils ont une signalétique avec des croix gammées, avec les insignes de la division d'Asreich, avec la Louve, avec des choses comme ça, hein. Et vous regardez les tatouages de certains des prisonniers, notamment de ce régiment Azov dont on entend parler. Donc, il liquide une cinquantaine de personnes à Odessa dans des circonstances horribles, en mettant le feu à la Bourse du Travail, en liquidant les gens qui sautent par les fenêtres, en les battant à mort. Des images, il y en a sur Internet. Notre presse de grand chemin, pas un mot. Ou à peu près pas un mot. Dans Libération, je crois que c'était la 19e page, il y avait ça. Ça pose un problème. Mais je peux vous dire qu'en Crimée, à ce moment-là, ils se sont dit « Oula !» Et puis eux, depuis 2004, arrivés au pouvoir du premier courant nationaliste au bout de 3 élections forcées par les Occidentaux, la fameuse révolution orange, entre guillemets, le président du moment, eh bien, il a déjà commencé toute une campagne nationaliste, et notamment en Crimée, on a commencé à interdire le russe, ou en tout cas à tout faire contre le russe, à faire des vexations contre la population, à envoyer des Tatars de Crimée, vieille histoire aussi,
pour commencer à saisir des terres, à fermer des bureaux de vote, à changer les noms de famille des gens, à interdire des notices de médicaments en russe, alors qu'en Crimée, les gens ne parlent pas ukrainien. Donc des tas de vieux se trompent dans les médicaments. Tous les procès se font qu'en ukrainien, ce qui fait qu'évidemment, quand des Tatars, téléguidés quand même, prennent des terres, bah, évidemment, ils perdent tous les procès, les gens du coin, et ainsi de suite. Dans ce contexte-là, après Odessa, on envoie un train vers un endroit qui pour les Russes est quand même lourd de souvenirs, qui s'appelle Perekop, c'est le petit col qui permet de passer en Crimée. C'est là que les armées blanches ont été battues lors de la guerre civile. Donc on envoie vers Perekop un train rempli là aussi de nazis qui vont aller régler leurs comptes aux Criméens. Les Criméens montent et c'est là qu'on a l'intervention des fameux petits hommes verts, ou les hommes très polis, comme on dit aussi en Crimée, et qui aident les Criméens, effectivement, à prendre leur Rada, c'est le Parlement, et à proclamer finalement ce qu'ont déjà fait toutes les provinces à l'ouest, sans aucune conséquence, si ce n'est qu'ils ont vidé les magasins d'armement et qu'ils s'en sont servis à Kiev sur le Maïdan, notamment pour tirer contre les flics et contre les manifestants en disant que c'est des manifestants. Donc, Crimée, on sait, un référendum, et elle repasse à la Russie. Puis, le Donbass, c'est pareil. On leur interdit de parler leur langue. Eux aussi font ce qu'ont fait l'ouest de l'Ukraine, là où il y a la Galicie, justement, les Austro-Hongrois, là. Et ils prennent les mairies, et ça c'est intolérable. Kiev ne tolère pas et se met à leur tirer dessus. On arrive, donc beaucoup de gens ont été tués quand même, hein. Mais à l'Est, vous avez affaire à des mineurs et à des ouvriers qui savent se défendre, qui savent s'organiser, et qui arrivent, avec l'aide des Russes, au niveau de l'armement, mais pas d'intervention des armées, contrairement à ce qui a pu être dit, hein. Eh bien, foutent la pâtée, en fait, aux soldats de Kiev. Et Kiev signe les accords de Minsk que garantissent les Français et les Allemands. Notre responsabilité dans cette affaire est énorme. C'est-à-dire 2014-2015, puisqu'il y a eu deux versions des accords de Minsk, hein, là j'abrège, eh bien, ces accords de Minsk n'ont jamais été respectés par le côté ukrainien, qui l'a proclamé, qui l'a dit, qui ne voulait pas les respecter parce que ça accordait une certaine autonomie au territoire de l'Est. Et alors Eh ben non, il y avait cette espèce de volonté de ne pas l'accorder, et évidemment encouragée par les États-Unis, qui ont continué, là, depuis le Maïdan, à entraîner 10 000 hommes par an militairement, à fournir des armements en grande quantité, à déclarer au niveau des responsables, donc à foutre les opposants en prison, comme je l'ai dit, et puis à préparer militairement avec des déclarations de plus en plus agressives, avec des programmes scolaires complètement modifiés, avec des inventions d'histoire complètement saugrenues. Pour un pays qui faisait partie de l'Empire russe, on a inventé un peuple oukre qui a creusé la mer Noire et qui, du coup, a fait le Pamir et une partie de l'Himalaya. On a déclaré que ça faisait du bien de trancher la gorge à un Moskal. Le Moskal, ça veut dire un moscovite. Vous verriez ces affaires de propagande et d'école qui ont été insufflées dans la population ukrainienne. Malheureusement, c'est épouvantable. Donc on a monté cette haine, cette incompréhension, alors que, encore une fois, je vous dis, les gens ont des familles des deux côtés, ont une histoire commune, une langue commune, une culture commune. Et donc, on en arrive à ce que les accords de Minsk non respectés, les déclarations que fait Zelensky, qui se fait élire quand même contre Parachenko, sur un programme de « on va finir la guerre », on s'arrange avec le Donbass pour faire un accord,
Et on n'interdit plus le russe, puisque lui-même faisait ses blagues et ses spectacles en russe. C'est un russophone. D'ailleurs, moi, je ne trouve pas trop mauvais ces spectacles. Il y a des gens qui disent que c'est très vulgaire parce qu'il joue du piano. Bon, bref. Mais il n'empêche que toutes ces promesses-là ne sont pas tenues. Les gens sont trompés encore une fois. Donc quand aujourd'hui, on s'étonne qu'ils aient voté lors des référendums là, sur les 4 régions, qu'ils aient voté pour la Russie, c'est pas étonnant, il n'y a pas besoin de truquer quoi que ce soit. Ils ont été tellement trompés, tellement abusés. Et pour les deux régions là, du Donbass, de Donetsk et de Lugansk, ils se sont ramassés tellement d'obus, et ils continuent d'ailleurs, que évidemment, ils vont voter, évidemment. C'est-à-dire que la création d'une Ukraine a été ratée. Moi, je trouve que c'est d'ailleurs dommage pour l'Ukraine, mais bon, puisque ça aboutit à ça. Alors, bon, du coup, et je mets au point là-dessus aussi, le début de ces hostilités, ben, c'est la suite de la non-application des accords de Minsk. Puisque les autorités ukrainiennes, donc Zelensky, qui a complètement changé son fusil d'épaule par rapport à la campagne électorale, on dit, bon, ben, on va régler le problème à la croate du Donbass. Régler le problème à la croate, c'est référence à 1995, quand la Croatie a viré les Serbes d'une région qui s'appelait la Krajina, qui était sur la frontière croate, où il y avait des Serbes quand même depuis le XVIIe siècle. Hein. Mais il n'y en avait que 250 000. Dans le Donbass, il y a 4 millions d'habitants. Donc vous imaginez, pour virer 4 millions d'habitants, comment il faut faire. Il faut leur faire peur. Hein. Et puis il faut mettre le paquet, et il faut en liquider un certain paquet. Hein. Parce que déjà, des Croates ont liquidé des Serbes, ça ne s'est pas dit dans la presse, puisque déjà, on avait un petit peu de parti pris lors de la guerre de Yougoslavie, comme vous vous souvenez peut-être. Mais en plus, eh bien, ça a commencé au mois de février, suite aux propositions de négociations européennes auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure, sur la sécurité européenne qui avait été faite par les Russes en novembre et auxquelles les Américains ont répondu, les Américains avec OTAN, enfin, les Américains ont répondu en janvier en disant « allez vous faire voir ». En février, le 13 février, les bombardements commencent, et ça c'est l'OSCE qui l'a relevé, hein. Les bombardements commencent contre le Donbass, des plans sont pris sur un officier britannique par les gens de Luhansk qui démontre qu'il va y avoir une offensive contre le Donbass pour faire évacuer la population, après une série de bombardements de missiles et de bombardiers qui viendraient de l'ouest de l'Ukraine. C'est là, effectivement, les bombardements continuent, hein, après. Les bombardements continuent contre le Donbass et s'intensifient. Encore une fois, là encore, les observateurs de l'OSCE l'ont relevé. C'est à ce moment-là que les Russes et les Américains annoncent à cette époque-là que les Russes vont bientôt attaquer l'Ukraine. Vous vous souvenez ? Et on a dit, ils sont géniaux, les Américains. Ouais, au moins, ils savent tout. Oui, ils savent d'autant plus tout que eux, ils prévoient que les Russes vont répliquer lorsque les Ukrainiens, avec leur aide, vont bousculer les habitants du Donbass. Et les Russes ne pourront pas rester sans rien faire, et donc du coup vont attaquer par l'Est pour défendre les gens du Donbass, d'où une ligne de défense, une espèce de ligne Maginot qui a été construite pendant les 8 ans, mais qui a été renforcée les derniers temps, avec en plus tout un déménagement de troupes, puisqu'ils avaient massé à peu près 150 000 hommes le long de cette ligne Maginot, avant de procéder au nettoyage ethnique. Et c'est là que, effectivement, Poutine intervient à titre là subjectif, on peut le dire, en se référant à son histoire qui a fait les bonnes pages de la presse russe, où, quand il était gamin à Saint-Pétersbourg, dans les cours à Leningrad, il se fait attaquer par des loupards dans une cour qu'il traverse, et quand il commence à l'attaquer, il est le premier à frapper le chef de la bande, et il arrive à se barrer, et du coup, ils ne l'ont plus jamais embêté. Donc, le principe Poutine, c'est de dire, quand la bagarre est inévitable, il faut taper le premier. Ce qu'il fait,
en intervenant, en éliminant les missiles et les avions à l'ouest, d'où le fait qu'il a bombardé l'ouest, et puis en faisant entrer ses troupes, notamment d'ailleurs dans la région de Kiev, où là aussi on a glosé beaucoup sur la question, et en fait, il l'a fait en ayant été, on peut le dire, abusé par ses services secrets, qui s'étaient entendus avec des opposants ukrainiens, qui avaient promis de renverser le pouvoir à Kiev, et donc les soldats russes allaient jouer un rôle comme ce qu'ils avaient fait en Crimée, c'est-à-dire de petits hommes verts qui allaient appuyer les Ukrainiens. Puis les Ukrainiens n'ont rien fait. Alors, il y a beaucoup de Russes qui vous disent bah, c'est comme d'habitude, mais il ne faut pas être aussi méchant. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, effectivement, ça n'a pas marché. Du coup, il y a eu beaucoup de soldats russes qui se sont fait tuer à ce moment-là, parce qu'ils étaient venus presque peu armés, puisqu'ils venaient simplement soutenir. Il y en avait même qui avaient pris leurs uniformes de parade pour défiler. Et donc, du coup, les troupes, moi, les sources que j'ai interrogées à ce moment-là, ont dit oh là là, il y a eu une connerie de faite là, et il faut les dégager parce on ne peut pas se permettre de perdre des hommes aujourd'hui. Parce que l'intervention russe se fait avec moins de troupes que le nombre de troupes qu'il y a sur place. Ça se fait jamais. D'habitude, quand un pays attaque, vous avez plus de troupes que les troupes qui sont en défense. Là, encore une fois, quand ils disent que c'est une opération militaire et non pas une guerre, dans leur esprit, c'est une opération militaire. Vous voyez bien, on a bien compris votre défense, mais attention à ne pas aller trop loin. Il y a bien eu erreur d'appréciation. Ah, il y a erreur d'appréciation sur Kiev, hein, pas sur le Donbass. Il y a eu erreur d'appréciation, et ça. Sur Kiev, il y a eu erreur d'appréciation, tout à fait. Et en cela, hein. oui, mais ils reconnaissent, mais bon. Mais c'est un vrai sujet. Hein, oui, bien sûr. Enfin bon, ils ont retiré les troupes. Ça a eu une conséquence positive, entre guillemets, pour eux, c'est que il y a des troupes ukrainiennes qui sont restées, ukrainiennes et otaniennes, mais ukrainiennes essentiellement à cette époque encore. C'est maintenant essentiellement qu'il y a des troupes otaniennes. C'est qu'au lieu d'aller sur le Donbass, où se passaient des combats, ils ont été coincés sur Kiev en pensant qu'il y avait une offensive sur Kiev. Alors qu'en fait, il n'y en avait pas vraiment. Bon, donc, ensuite, les combats ont lieu dans le Donbass. Là encore, contrairement à ce que nous racontent nos médias de grand chemin, rien à voir avec ce qu'ont pu faire les Américains en Irak. Ou même ce qui a pu être fait en Libye ou même en Afghanistan, d'un certain point de vue. Mais en tout cas en Irak, où dès le premier jour ou le deuxième jour, on bousille 100 000 Arabes. Ouaf, c'est jamais que des Arabes, on peut y aller. Tandis que là, les Russes ne peuvent pas se permettre de bousiller 100 000 Ukrainiens d'un coup comme ça. Ils ont affaire, encore une fois, on est dans une guerre civile, ils considèrent qu'ils ont affaire à des gens avec lesquels il va bien falloir vivre demain et qui sont des gens de la famille. Mais là, vous avez vu que vous avez une erreur d'appréciation avant, et là, vous avez une erreur de communication de gamin. Sur le fait que quand on fait une erreur, on essaie de voir comment on la corrige. Là, il n'y a pas eu de correction. Non, mais l'erreur, elle est à Kiev. L'erreur, à la limite, elle est dans la com au niveau du fait que l'hostilité est commencée par les Russes, alors qu'en fait, elle n'est qu'une conséquence. Je suis votre argumentation, mais je dis à un moment, il faut vous apprécier que le fait d'avoir fait des erreurs d'appréciation, puis des erreurs de communication, parce que la guerre, c'est aussi la communication. Bien sûr. Donc on fait une double erreur, et le fait d'avoir cette double erreur met maintenant la situation. Moi, je suis pour essayer de retrouver la paix. Et je dis que on ne peut pas retrouver la paix tant qu'on n'a pas essayé de comprendre aussi quelles sont les erreurs du côté russe qui ont conduit à cette situation rocambolesque. Hein, voilà, c'est ça que ça veut dire. Et là, je pense que vous avez tendance à considérer qu'il y a tout blanc et tout noir. Non, il y a un certain nombre d'erreurs. Et ces erreurs de communication. Le problème, c'est que je suis obligé. Mais c'est normal. Attends, je suis obligé de mettre au point compte tenu du paysage médiatique en France. C'est-à-dire là, je prends le contre-pied. Moi, je vais dans le paysage médiatique et je me fais